Bonjour à toutes et tous, ravi de vous accueillir ce matin pour ce nouveau webinaire à l'occasion d'un événement pas tout à fait anodin puisque c'est la sortie de la première édition d'un nouveau guide du routard. Alors c'est vrai qu'on va rentrer dans une période de vacances très bientôt pour la première zone, je crois, des vacances de février, mais là on vous propose de nous suivre sur un voyage un peu particulier qui est le voyage dans le monde merveilleux du dialogue social, ou plus sérieusement, dans le monde du CSE. Et on vous présente ce matin, avec une partie des auteurs, concepteurs du guide, de ce premier guide du routard du CSE, le guide qui sort ces jours-ci, selon la formule que vous connaissez, du guide du routard, mais qui a la particularité d'être un guide dédié aux membres du CSE. Alors, vous êtes près de 200 inscrits ce matin. Merci, merci de votre intérêt sur le sujet. Et puis, ça témoigne de l'intérêt, j'espère, grandissant, réaffirmé pour l'engagement dans les entreprises, dans les associations, dans les collectifs de travail dont font preuve les porteurs de mandat. Alors, on parle du CSE, hein, c'est le CSE post-ordonnance 2017. Et puis, l'idée, on va le voir ensemble, de cette heure de partage, c'est qu'on vous donne quelques clés à la fois d'analyse sur ce qu'est le CSE aujourd'hui, puis la façon dont vous pourrez utiliser ce guide disponible dans toutes vos bonnes librairies. J'ai vérifié ce matin, il est disponible chez les petits libraires, il est aussi disponible sur la FNAC en ligne pour les gens un peu trop loin d'un libraire. Je vais laisser Agnès vous présenter nos intervenants. Agnès. Bon, déjà, je vais me présenter. Bonjour, je suis Agnès Redon, je suis rédactrice en chef de CSE Matin. Je vais laisser le soin aux intervenants de se présenter. Nous allons commencer par Diego Parvex, avocat associé au cabinet Atlante. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments sur votre profil ? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Merci d'être présent aujourd'hui sur ce webinaire. Donc, Diego Parvex, je suis un des avocats associés du cabinet Atlante avec Evelyne Ledniak qui était effectivement normalement, qui aurait dû être à ma place aujourd'hui, mais les vicissitudes du cabinet et du travail d'avocat l'ont emmené en audience en urgence et donc je la remplace aujourd'hui. Et Laurent Chaz qui est aussi en ligne avec nous et qui se fera un plaisir de répondre à un certain nombre de vos questions sur le fil de discussion. Donc, moi, je suis avocat depuis maintenant quasiment une vingtaine d'années, d'abord avec un profil pénaliste, et puis effectivement, aujourd'hui et depuis quasiment le début de la profession, de mon entrée dans la profession, avec ce profil de travailliste, d'avocat en droit social, dédié à la défense des salariés à titre individuel, mais aussi et beaucoup et surtout peut-être des salariés organisés au sein d'un CSE ou organisés dans les organisations syndicales qui les représentent. Voilà, au sein d'un cabinet qui comporte aujourd'hui un peu moins de 40 personnes, avec une présence en région parisienne où se trouve le siège, mais aussi une présence en région, sur Nantes, sur Lyon et sur Marseille, où nous avons un cabinet secondaire et où officie Laurent Chaz, donc la troisième associée du cabinet. Et on est présent donc auprès des CSE, auprès des élus, auprès des salariés, auprès des organisations syndicales, sur de la formation, du contentieux et bien sûr du conseil dans un accompagnement au quotidien, au plus près des préoccupations et des problématiques des élus. Voilà en quelques mots. Et nous avons également avec nous Luc Bérard de Malavas, qui est expert chez Secafi et l'un des rédacteurs de ce guide. Luc, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, donc je suis consultant expert au sein du cabinet Secafi, donc intervenant sur les différents champs sur lesquels le cabinet Secafi intervient auprès des représentants du personnel. Donc le cabinet Secafi est un cabinet d'expertise et de conseil auprès des représentants du personnel, donc CSE, organisation syndicale, comité de groupe, comité d'entreprise européen, à la fois dans le conseil, l'expertise, la formation et l'assistance à la négociation, toujours dans un optique de pouvoir accompagner, faciliter des compromis qui soient à la fois équilibrés, éclairés et exigeants pour toutes les parties. Donc,
aux côtés des représentants du personnel, mais dans un sens de l'intérêt global de l'entreprise. Merci. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur l'espace du chat qui se situe à droite de l'interface du webinaire. Nous allons regarder vos questions apparaître tout au long de la discussion et sachez qu'à la fin de ce webinaire, nous prendrons le temps d'y répondre. Je tiens à préciser aussi que ce webinaire sera ultérieurement disponible en replay sur CSE Matin et notre chaîne YouTube. Pour recevoir le guide, comme l'a dit Fabien, il est disponible à la vente dans toutes les bonnes librairies au prix de 9,99 €. Vous pouvez également vous inscrire pour participer au salon Eluceo en mars, le 10 mars, je crois, et en profiter donc pour passer sur le stand de Secafi, la société du groupe Alpha. Secafi, donc, qui est à l'origine de ce guide du routard du CSE, et on vous en offrira un exemplaire. Voilà, je pense qu'on va diffuser, voilà, super. Merci Jean-Mathieu Sassier, vous a diffusé sur le chat le lien pour vous inscrire, pour participer au salon Eluceo et pour que nos amis d'Alpha puissent vous réserver un exemplaire du guide. Voilà. Alors, avec vous, nous avons comme intérêt commun, voire comme passion commune. Alors, il y a une bonne question. Est-ce que vous serez à Lyon au salon chers amis, Luc, je ne sais pas si vous avez la réponse, où on posera… Ah bah voilà, Laurence est en train de répondre, merci à elle. Oui, je voulais commencer quand même. Pourquoi ce guide? Parce qu'on a d'abord un code du travail qui n'est pas forcément facile d'accès, mais qui est plutôt bien fait sur les CSE. On a un certain nombre de documents juridiques assez construits, et vous avez éprouvé le désir, vous êtes retrouvé avec les éditions du Guide du Routard, Hachette, pour concevoir ce format un peu original. C'était quoi l'idée de départ? Alors, le premier élément, c'est qu'on est sur un changement majeur pour l'élu représentant du personnel. Les ordonnances travail, dites Macron en 2017, ont constitué un bouleversement radical pour les représentants du personnel. Et donc, il y a effectivement matière à cet élément à communiquer, à présenter et à donner de l'information au regard de ce changement radical. Le deuxième élément, c'est évidemment pourquoi ce format. Alors, visuellement, on peut déjà voir, c'est pas tout à fait le même format que le guide, que le code du travail. Voilà, donc c'était vraiment l'idée d'avoir sous un certain nombre d'informations utiles, des conseils pratique, une vision effectivement pratique, y compris d'ailleurs avec un certain nombre de témoignages de représentants du personnel dans le guide, et puis ce format réduit qui tient dans une poche. Voilà, donc ce n'est pas un guide encyclopédique, il n'y a pas tout dedans, mais en revanche, il y a vraiment l'essentiel qui nous semble être vraiment dans une vision pratique et orientée sur l'élu. Voilà, et sur le parcours de l'élu depuis sa candidature à l'origine, son parcours de formation pour pouvoir connaître tout son champ de compétences en tant qu'élu, et puis après toutes les prérogatives qu'il a et comment pouvoir exercer son mandat au mieux sur tout le mandat. Voilà. Alors là, effectivement. Pour compléter juste en un mot, il s'adresse du coup finalement à tous, c'est-à-dire il s'adresse aux convaincus, à ceux qui sont déjà porteurs d'un mandat, parce que c'est effectivement, comme le disait Luc, quelque chose de pratique, quelque chose où on peut aller trouver des solutions et des exemples de façon facile et rapide. Et donc, c'est bien parce que ça remet en place parfois des idées qu'on a un peu oubliées, des concepts qu'on a un peu oubliés, des dispositions qu'on a un peu oubliées. Et puis, ça s'adresse aux indécis, aux intéressés, à ceux qui se disent c'est quoi finalement le mandat? Est-ce que finalement, ça ne pourrait pas m'intéresser de m'impliquer dans ce type d'activité? Qu'est-ce que c'est? Je regarde et effectivement, je m'en rends compte, y compris au travers des témoignages, que ça peut correspondre à un intérêt individuel, mais du coup aussi au bénéfice du collectif. Et avec le sous-titre que je souligne qui est « Mode d'emploi pour les audacieux », je pense que ça veut tout dire et c'est vraiment l'esprit routard aussi.
Et effectivement, sur les témoignages en ligne des captures, on voit ici, on a une interview du secrétaire du CSE, de la Société du Figaro, par exemple. Et l'idée, donc, on comprend bien, c'est de dire, je suis intéressé, mais dans quoi vais-je m'embarquer ? Je n'ai pas de tradition, je n'ai pas de culture sur le sujet. Bref, de la même façon qu'on peut, avant de décider une destination, d'acheter le guide du routard pour vérifier se faire son itinéraire, et ben on peut, avant de cheminer dans un futur mandat, à l'issue d'une candidature, on peut se procurer le guide et puis avoir une première vue pratique avec des petits conseils à la fois pour les néophytes et puis des petits points d'alerte sur les zones à risque, éviter les erreurs du néophyte quand on débarque. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, on vient de vivre oui, on a vécu une transformation majeure dans le monde des IRP avec la transformation de l'ancien CE en CSE. Et le comité de suivi des ordonnances travail de 2017 vient de rendre son nouveau rapport d'étape, je crois que c'est le 4e, sur l'analyse des conséquences des ordonnances. Alors, il y a un focus important sur les CSE. La création des CSE, c'est effectivement une des nouveautés majeures de ces ordonnances. C'est quoi, si on veut rappeler ensemble, le rôle du CSE aujourd'hui et en quoi il se distingue de ce qu'était le CE et CHSCT notamment? Alors, peut-être une petite précision au préalable qui est que utile, qui est que les ordonnances Macron, ce n'est pas que la mise en place du CSE, c'est une série d'autres réformes particulièrement impactantes également. Et parmi ces autres éléments, j'en citerai un autre élément particulier qui a aussi un impact sur la représentation du personnel et sur le CSE, qui est le bouleversement de la hiérarchie des normes. Le fait que historiquement, la hiérarchie avec un principe de faveur tel qu'il existait a été radicalement bouleversé ou renversé. On a parlé d'inversement de la hiérarchie des normes. Et donc désormais, sur chacune des thématiques, le Code du travail organise 3 champs: les dispositions légales d'ordre public auxquelles normalement on ne peut pas déroger, qui sont un minimum, les dispositions ouvertes à la négociation collective, et un 3e qui est le champ des dispositions légales, mais dites supplétives, c'est-à-dire ce qui s'applique à défaut de négociation. Pourquoi je fais cette petite digression? Parce que ces 3 champs s'appliquent aussi pleinement au sujet du CSE, pour lesquels il y a à la fois des dispositions légales d'ordre public, mais il y a aussi tout le champ de la négociation et des dispositions légales supplétives. Et donc, ça se retrouve dans, y compris ce qu'on présente dans le livre, puisque sur les différentes thématiques des sujets du CSE, on voit bien aussi ce découpage. Alors, après, très concrètement, le CSE, c'est quoi? Pour dire simple, c'est du 3 en 1. Ouais. Et de ce point de vue-là, ce n'est pas, ou ça ne doit pas être que l'héritier de l'ancien comité d'entreprise. C'est l'héritier aussi tout autant de l'ancien CHSCT et des anciens délégués du personnel. Parce que le CSE a bien récupéré toutes les anciennes compétences. Donc, pour faire simple, de l'ancien comité d'entreprise, donc toutes les compétences économiques et activités sociales et culturelles, de l'ancien CHSCT, toutes les compétences anciennement sur les sujets santé, sécurité, conditions de travail, et puis le champ des anciens délégués du personnel sur les réclamations individuelles et collectives. Donc c'est bien, attention, ce n'est pas que l'héritier de l'ancien CE, ça peut potentiellement l'être un peu trop, parce que dans la pratique, c'est une des critiques qu'on peut faire, qui est que les sujets santé, sécurité, conditions de travail et des réclamations individuelles et collectives, et notamment avec la proximité du terrain, qui ont un peu tendance à passer à la trappe, notamment lié au fait que le CSE a beaucoup de charges de travail au regard de son champ de compétences, et donc ce qui est compliqué à gérer. Mais donc on est bien dans du 3 en 1. Le problème, c'est que tous les moyens qui vont avec sont loin d'avoir suivi. Et on a non seulement une problématique de moyens qui est très, très, très claire, hein, et quand on dit moyens, on pense très rapidement en fait au nombre d'élus, comme au nombre d'heures de délégation, qui sont les heures destinées justement à pouvoir assurer la charge de mandat. On a cette difficulté qui est celle de la nouveauté, c'est-à-dire que le 3 en 1 qu'évoque Luc fait qu'aujourd'hui,
en fonction, y compris de ce que chacun des élus a pu assurer comme mandat par le passé, va pouvoir, ou va de fait prendre un peu le pas dans le quotidien de cette nouvelle instance qu'est le CSE. Et on constate, et les différents rapports, et notamment le dernier rapport de France Stratégie sur ce terrain-là, constate en fait qu'on a un certain nombre de prérogatives qui, du coup, sont moins sollicitées, sont moins mises en avant, sont moins utilisées par les élus. Et on pensera notamment, par exemple, effectivement, aux réclamations individuelles et collectives, parce que la disparition des DP, de la procédure spécifique, ce qu'on appelait les questions d'épée, donc ces réclamations-là, passe un peu à la trappe au regard de la masse en fait de travail à fournir sur les autres prérogatives qui, de fait, prennent en partie le pas. On a une deuxième difficulté qui est celle de la qualité, ou en tout cas de l'objectif qui a pu être celui des négociations, de la mise en place de ce CSE. On était sur des nouveautés, donc on n'a pas forcément réfléchi d'une façon complètement opérationnelle, et la difficulté était là aussi, puisque c'était justement nouveau, et que cette difficulté-là, elle se traduit par le fait qu'on a des problématiques de coordination dans le quotidien de l'instance entre la commission santé, sécurité, conditions de travail, qui n'est pas le CHSCT, mais qui, pour certains, devrait l'être ou tendrait, ou on essaye en fait que ça le redevienne, mais ça ne l'est pas. Des DP qui ont disparu, et puis des nouveautés telles le référent harcèlement sexuel et agissement sexiste. Quelle est la place de chacun dans ce nouveau paysage? Elle n'est pas claire, elle est pas certaine, et du coup, une des choses, à notre sens, à faire aujourd'hui, à la fin de cette première mandature et des nouveaux cycles électoraux qui vont commencer, c'est un peu un exercice de bilan, justement, pour pouvoir vraiment renégocier ces aspects-là. D'ailleurs, c'est intéressant, effectivement, la période peut se prêter au bilan, puisque beaucoup d'entreprises vont connaître en 2022, voire 2023, leur premier cycle électoral. Qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce que vous recommandez? Est-ce qu'il faut un bilan sur le plan stratégique? Et je pense aux gens qui sortent de mandat, aux organisations syndicales. Est-ce que c'est une initiative et un bilan qui doit être mené par les élus? Est-ce que l'idéal, c'est de le faire conjointement avec l'entreprise? Ça peut déboucher aussi sur peut-être une négociation sociale dans l'entreprise. Est-ce qu'on change Qu'est-ce que vous recommandez, vous, à vos interlocuteurs, puisque vous êtes au contact tous les deux en permanence sur le terrain avec des élus, mais aussi des entreprises? Alors, la préconisation, c'est très clairement que suffisamment en amont de la fin du mandat, donc ce n'est pas quelques jours ou juste quelques semaines avant la fin du mandat, mais plutôt s'y prendre plusieurs mois avant, effectivement, que les représentants du personnel d'eux-mêmes s'attellent à la tâche de faire leur propre bilan. Alors, pour cela, évidemment, ils peuvent aussi se faire aider, se faire accompagner, ils peuvent solliciter leurs experts, y compris potentiellement dans le cadre de missions légales qui peuvent être prises en charge par l'entreprise. Ils peuvent faire appel aussi à leur cabinet d'avocats conseil. Et donc, de manière à tirer le bilan de ce qui a bien marché, de ce qui a moins bien marché, de ce qu'il faudrait potentiellement améliorer. Et puis après, l'idée, c'est de pouvoir justement partager ce bilan et le croiser avec le point de vue de l'entreprise, de manière à pouvoir ouvrir sur potentiellement une négociation ou une renégociation de l'accord de fonctionnement du CSE. Parce que si on regarde un peu dans le rétroviseur, la difficulté, c'est qu'au moment de la mise en place du CSE, sur nos ordonnances, à la fois, c'est une minorité d'entreprises où la mise en place du CSE a donné lieu à la négociation formelle d'un accord d'entreprise. Et puis, là où il y a une négociation, ça a été une négociation sous forte contrainte, d'abord parce que les entreprises ont utilisé clairement les ordonnances dans une logique de réduction de coûts. Alors, c'était aussi l'esprit du gouvernement et du patronat, mais voilà, ça ne doit pas être d'abord et avant tout centré comme ça. Et donc, et puis par ailleurs, prendre le temps du recul et envisager aussi un certain nombre de dispositions potentiellement plus innovantes aussi. Donc là, ce recul permet de voir à la fois les problématiques en termes
évidemment de moyens, et aussi de fonctionnement très pratique, d'articulation, de coordination entre les différents niveaux, l'instance, les commissions, les éventuels représentants de proximité. Donc, c'est évidemment une question vraiment majeure, le fait d'arriver au premier renouvellement des mandats, et très clairement, ça se prépare pour essayer de bouger les lignes. Ça peut être le cas en termes de débouchés sur un accord d'entreprise. Ça peut aussi permettre d'en tirer les conséquences dans la négociation du protocole d'accord préélectoral. Et puis après, ça peut être aussi l'occasion de bouger les lignes à travers le règlement intérieur du CSE. Avez-vous le sentiment d'ailleurs que la période, je pense aux deux travers, aux deux difficultés pointées du doigt qui ressortent à la fois dans le bilan et qui ressortent dans votre analyse de terrain, les deux difficultés, la proximité, le volet santé-sécurité, est-ce que la crise sanitaire n'a pas révélé, du point de vue même des entreprises aussi, un manque sur ce point? Quand on n'avait pas créé la commission santé-sécurité, est-ce que la crise sanitaire n'a pas permis de toucher ça, ou est-ce que la conscience de part et d'autre n'est pas encore suffisante? Qu'est-ce que vous retenez? Alors, oui, elle a révélé en partie peut-être un renouveau, un nouveau constat, un constat renouvelé de la part d'un certain nombre de directions de l'utilité d'un bon dialogue social sur des thèmes d'urgence, sur des thèmes d'organisation, et notamment on peut penser effectivement à tout ce qui a été les logiques de télétravail, d'activité partielle, et l'intérêt qu'on a pu avoir en tant que direction à négocier avec les organisations syndicales organisées, mais aussi surtout à mettre en place un certain nombre de dispositifs dans le dialogue avec le CSE. Mais malheureusement, je pense que ça a été, enfin de mon point de vue, en tout cas, une sorte de parenthèse enchantée et partielle en plus, puisque ça n'a pas été partout de la même façon, c'est-à-dire ça a aussi servi à un moment donné où ça a tué aussi le dialogue social dans certains endroits, où la désorganisation a fait que les élus en télétravail, on ne discute pas de la même façon, on ne négocie pas de la même façon, on n'est pas au quotidien avec les salariés, puisque chacun est chez soi pendant cette période très particulière, et que, parenthèse enchantée, parce que je ne suis pas sûr que ça ait servi de leçon en termes de bonnes pratiques, en termes d'intelligence de point de vue de la part d'un certain nombre de directions sur la nécessité d'avoir ce bon dialogue social, d'avoir des élus formés, d'avoir des élus avec des moyens, et d'avancer sur ce terrain-là. Donc, oui, en partie, mais vraiment pas comme quelque chose d'évident, alors qu'on espère tous sortir de cette phase de pandémie. Oui, très clairement, ça a été quand même un dialogue social en mode très dégradé, cette période, avec ce dialogue social à distance, comme l'évoquait Diego. Et donc, oui, ce qui a été mis en avant, c'est l'importance des sujets santé, sécurité, conditions de travail. Pour autant, est-ce que tout le monde en tirera les enseignements? C'est pas sûr du tout, parce que globalement, quand même, on l'évoquait tout au début, mais reste quand même la vision que le CSE est d'abord et avant tout l'héritier du CE et moins du CHSCT. Donc là, il reste encore beaucoup de travail à ce sujet. Et d'ailleurs, le plan d'accompagnement qui a été formulé par le gouvernement à l'issue de ce 4e bilan d'étape de mise en œuvre des ordonnances, et je suis toujours sur le volet CSE, il propose un certain nombre de réponses avec un vrai travail, avec un travail où l'accent mis sur les enjeux de formation, de valorisation des parcours syndicaux. Est-ce que ça vous semble des réponses adaptées? Est-ce que ça peut, selon vous, répondre à une partie de ces difficultés? Alors, très clairement, les propositions du gouvernement à travers le plan d'accompagnement ne sont pas inutiles en soi. Aller vers davantage d'accompagnement, de formation, de diffusion des bonnes pratiques est évidemment quelque chose d'utile. En revanche, ce n'est pas du tout à la mesure des enjeux. Et donc, la problématique, c'est qu'on n'est pas sur une problématique première d'accompagner, même si ça peut être utile, mais plutôt sur une problématique de corriger les ordonnances. Et donc, la nécessité aujourd'hui, et d'ailleurs, ça fait l'unanimité dans le champ syndical, c'est la nécessité de revoir les ordonnances Macron pour bouger les lignes, parce que c'est clairement l'optique aussi du comité d'évaluation des ordonnances, c'était de voir ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché. Et donc,
Quand on tire les enseignements et qu'on dit tel et tel point n'ont pas bien marché, ce qui sort très clairement de l'évaluation des ordonnances, eh ben, ça veut dire qu'il faut accepter de bouger les lignes et d'améliorer ce qui le nécessite. Et donc, sur toute une série d'aspects, de notre point de vue, il y aurait nécessité de rebouger le contenu du Code du travail sans remettre en cause le principe du CSE, mais de bouger sur un certain nombre de points, de moyens, de rôle de la CSSCT, de peut-être obligation de mettre en place des représentants de proximité quand on est sur des établissements multiples, d'amélioration des droits à la formation, de modalités de communication à travers les outils de l'entreprise, toute une série de sujets au regard du bilan négatif sur certains points de la mise en place du CSE. Sachant que pour compléter, sur ce terrain-là, il y avait déjà, au moment de la négociation ou de la rédaction des ordonnances, déjà des alertes de la plupart des organisations syndicales, avec une vision prospective qui est du coup assez juste quand on lit effectivement les rapports au sujet des ordonnances. Le deuxième point, c'est par rapport à effectivement ces propositions, ces éléments de propositions avancées aujourd'hui par le gouvernement. Ça n'échappe à personne dans un moment un peu particulier, puisque ces promesses-là, elles engagent qui finalement? Elles engagent un futur président dont on ne sait pas qui il est. Ouais. C'est évidemment en réaction à ce que les organisations syndicales, de façon unanime, comme le rappelait Luc, à leur réaction unanime face au rapport, qui est un rapport qui est assez, il ne faut pas lire la synthèse, il faut lire vraiment le rapport. On voit effectivement que les rapporteurs, ils font un certain nombre de constats qui ne sont pas très, très, très positifs, pour ne pas dire au contraire, au regard des ordonnances. Et pourtant, un des co-dirigeants du comité d'évaluation des ordonnances est un ancien dirigeant du patronat. Donc, on ne peut pas reprocher au comité d'évaluation des ordonnances d'avoir un parti pris à l'origine. Voilà. Donc, là, c'est en revenant à ce que disait Diego, c'est-à-dire que certes, l'analyse ou les difficultés sont pointées du doigt par les organisations syndicales, mais pas seulement, et on trouve des DRH, on trouve des dirigeants d'entreprise qui s'inscrivent tout à fait dans cette analyse, c'est-à-dire les carences, les trous dans la raquette. C'est ce qui peut être un facteur, si ce n'est de réassurance, en tout cas, du fait que les choses vont peut-être bouger. Alors, une question quand même qui est intéressante d'un de nos participants. Quel est selon vous le poids des représentants, le poids réel des représentants du personnel au CSE? Est-ce qu'on n'est pas simplement sur une instance d'information? C'est un grand sujet. C'est la question de est-ce qu'à un moment, il y a un partage du pouvoir de décision? Très clairement, le modèle français n'est pas celui-là. On n'est pas sur le modèle rhénan ou des pays nordiques où il y a une forme de codécision, y compris d'ailleurs avec une forte représentation des représentants du personnel au sein des conseils d'administration, qui pourrait par ailleurs être une évolution souhaitable en France. Voilà. Ouais. Il y a eu des améliorations, mais on est encore loin. Il y a encore pas mal de progrès de ce point de vue-là. Pour le coup, le CSE est soumis à information et sur tout un sujet, sur pas mal de thématiques, à consultation. C'est-à-dire que la direction doit recueillir le point de vue des représentants du personnel après les avoir informés. Et au moins, en théorie, la direction, l'employeur ne peut pas avoir formellement pris sa décision et la mettre en œuvre tant que le CSE n'a pas rendu son avis. Donc, c'est la logique que, pour le coup, le point de vue des représentants du personnel puisse être entendu et puisse permettre, y compris, de faire évoluer le projet de la direction. Voilà. Et de notre point de vue, très clairement, c'est l'enrichissement par le dialogue social. Le fait que le point de vue des représentants du personnel soit entendu et soit pris en compte peut permettre d'améliorer dans l'intérêt de tout le monde, y compris du point de vue économique dans le fonctionnement de l'entreprise. Après, la difficulté, c'est que
dans la pratique, un certain nombre de directions ont une vision très formelle des relations avec les représentants du personnel et le CSE. Et donc, pour eux, la consultation n'est que effectivement une simple forme sans réelle prise en compte du point de vue des représentants du personnel. De la même façon aussi se pose la question de l'égalité dans l'accès à l'information. La direction, elle, dispose de l'intégralité de la formation avec la possibilité de préparer sur un long temps des projets. Les représentants du personnel ne sont pas forcément outillés de la même façon, d'où le droit à expertise, y compris sur tout un champ de thématiques sur la situation économique et financière, la politique sociale, les conditions de travail et les orientations stratégiques tous les ans, avec une prise en charge et un financement par l'entreprise, et puis en cas de réorganisation également, et avec là aussi des droits à prise en charge, de manière à rééquilibrer le niveau d'information pour que réellement les représentants du personnel puissent faire entendre leur voix. Mais là encore, effectivement, on n'est pas du tout à date sur une situation de pied d'égalité, d'où le fait qu'on peut préconiser parmi les améliorations, effectivement, y compris le renforcement des droits des représentants du personnel et de leur capacité à se faire accompagner, y compris par des cabinets d'expertise dans un cadre financé par l'entreprise. Ce qui est important pour aller dans le sens de ce que dit Luc, c'est quelque part la notion de contre-pouvoir, c'est-à-dire qu'il n'y a effectivement pas de codécision, mais il faut que le CSE, les élus représentants de tous les salariés, aient la capacité à un moment donné d'avoir l'information et une information loyale, complète, pour pouvoir justement faire bouger les lignes si jamais on est en capacité de bien comprendre, on est en capacité de proposer, on est en capacité de convaincre une direction à un moment donné que les choses, elles peuvent se faire peut-être autrement, en tout cas avec d'autres impacts pour les salariés. Et dans ce cadre-là, ce qui me semble moins important, c'est qu'on parle beaucoup de la formation des élus, on parle beaucoup de ces aspects effectivement de dialogue social. Pour dialoguer et le dialogue social, et notamment en matière de dialogue social, il faut être deux. Et malheureusement, je pense qu'il y a aussi un déficit de formation, finalement, en cas de vision d'un certain nombre de directions qui ne voient effectivement des élus non pas comme des partenaires potentiels, mais plutôt comme des empêcheurs de tourner en rond, voire des centres de coût, mais absolument pas comme des gens qui vont représenter les salariés qui travaillent dans l'entreprise et qui peuvent avoir et des bonnes idées, et des bonnes pratiques, et des logiques intéressantes. Et malheureusement, en fait, le cycle, maintenant depuis quelques années, de l'évolution du droit du travail dans la matière, on ne voit pas des bons signes. Le Code du travail, et ce sera juste un exemple, dit aujourd'hui que les élus, ils doivent avoir le temps nécessaire pour bien appréhender un projet, et en même temps, on a des délais préfixes qui font qu'à la fin d'un délai préfixe, que j'ai eu le temps, que j'ai eu l'information ou pas, je suis considéré comme ayant rendu un avis négatif. Donc, quelle est la place de ma parole, quelle est la place de ma compréhension dans un dialogue qui est déjà finalement biaisé par avance? Donc, cette difficulté-là, c'est une vraie difficulté qui renvoie aux moyens très, très pratiquement, mais qui est au-delà des moyens. C'est quelle place on laisse en fait aux élus, dont la place est quand même prévue par la Constitution. Enfin, je veux dire, on n'est pas… Voilà, donc c'est peut-être cette appréhension-là, et avec l'espérance que les directions, que les DRH aussi aient dans leur module de formation aussi une vision qui est pas celle qui semble être celle de la majorité en tout cas. Alors là c'est un simple observateur extérieur, journaliste. J'ai une source d'étonnement. Prenez deux choses. La BDES, qui a beaucoup inquiété dans un premier temps certaines organisations patronales. Et dans les faits, il y a beaucoup d'entreprises dans lesquelles elle n'est peut-être pas suffisamment exploitée. Elle devrait être un élément d'outillage, de compréhension plus intime du business et du… Comment est-ce que vous l'expliquez? Non, est-ce que vous constatez ça? C'est une source de frustration. Enfin, moi, alors, c'est peut-être un problème de forme, c'est un problème d'accompagnement, sans doute aussi, de beaucoup d'instances. Alors, il peut y avoir plusieurs problématiques. D'abord, la BDES, même si elle est obligatoire, en pratique, elle n'est pas réellement mise en place partout dans les entreprises. Donc ça, c'est un premier problème, oui. C'est d'abord le premier constat. Le deuxième, c'est que là où elle est mise en place, se pose la question effectivement de la forme et l'outil
par lequel elle est mise en place et donc de sa facilité d'utilisation, parce que ça peut être aussi un grand fourre-tout dans lequel les élus eux-mêmes peuvent avoir du mal à se retrouver. Ouais. Et le troisième élément, après, c'est aussi la problématique de quelquefois les élus peuvent être à l'inverse noyés sous l'information. Et ça peut être, y compris quelquefois, une stratégie de la part de certaines directions qui est de leur envoyer tellement d'informations non hiérarchisées, etc., que c'est compliqué derrière à traiter pour des représentants du personnel, dont, je le rappelle, ils se retrouvent désormais avec une triple casquette au regard de la triple compétence du CSE par rapport à l'ancien CE, CHSCT-DP, avec des moyens qui sont même quelquefois presque réduits, et d'où l'enjeu encore plus important que ces représentants du personnel puissent se faire accompagner et puissent disposer du temps suffisant. Parce que Diego l'évoquait juste avant, la question des délais d'information-consultation, au-delà du fait que ce soit des délais préfixes, donc au terme, absence d'avis formellement rendu, vos avis, c'est quand même que ces délais ont été y compris réduits par rapport à avant les ordonnances Macron. Donc là, on est aussi sur une problématique assez délicate. Et d'ailleurs, ça fait partie des revendications portées par des organisations syndicales à la suite du bilan sur les ordonnances Macron, qui est sur certaines informations consultations, de permettre un rallongement des délais pour réellement avoir un effet utile de ces délais d'information consultation et de pouvoir rendre un avis pleinement utile. Oui, en relais, je vous livre juste deux réflexions en relais à votre regard. Yvette qui nous dit en CSE, on discute beaucoup mais peu de changements. Et en gros, le discours ambiance, c'est on vous demande votre avis, mais de toute façon, on fera ce qu'on a décidé. C'est bien le problème. On est d'accord. Mais on n'est pas que ça, et on peut espérer faire bouger les lignes avec justement auprès des directions, de leur faire prendre conscience que tout le monde a à gagner un dialogue social de qualité et pas seulement côté représentant du personnel et salariés. Voilà, c'est vraiment le dialogue social est vraiment de l'intérêt général de tout le monde. Il y a la question finalement aussi du temps de cette information consultation qu'on peut considérer comme se finalisant au moment de la consultation, mais il y a l'après, et il y a comment aujourd'hui les CSE, les élus doivent prendre en considération qu'un projet à un moment donné il se finit, il y a la consultation, il est mis en œuvre, mais comment je le suis y compris par rapport à ce qu'il promettait ou ce qu'il prévoyait en termes d'amélioration, puisqu'en général, une entreprise va mettre en place un projet parce qu'elle va faire le constat de quelque chose à améliorer. Mais il ne faut pas s'arrêter à la consultation, il faut se dire quelque part, OK, on nous a promis, en tout cas on nous a dit que ça allait avoir ces changements-là, ces impacts-là positifs. Qu'en est-il au bout de 6 mois et tout ce travail-là, et je le souligne comme quelque chose peut-être que les élus doivent essayer de faire. Je ne dis pas que c'est simple, loin de là, mais en matière de santé, sécurité, conditions de travail, c'est quelque chose qu'il faut investir d'autant plus que vous évoquiez le fait qu'il y avait une frustration possible des élus à dire bon, bah voilà, on a de l'info, mais qu'est-ce qu'on en fait N'oublions pas que chaque jour aujourd'hui dans ce pays, on a des élus, on a des CSE qui vont jusqu'au conflit. Alors, l'idée, c'est pas de dire que le conflit est une bonne chose et d'aller devant les tribunaux, c'est nécessaire tout le temps. Non, mais parfois, ça peut l'être. Et c'est aussi comme ça qu'on fait évoluer les choses. J'en veux pour preuve tout ce qui relève de la jurisprudence et de l'évolution de la jurisprudence en matière de santé, sécurité et conditions de travail, et de l'évaluation nécessaire et obligatoire en matière de santé, sécurité et conditions de travail que doivent faire aujourd'hui les employeurs sur les projets donnés. Donc, j'ai un projet, je dois évaluer cet impact et ça doit faire partie de cette information consultation. On le voit y compris devant les juridictions administratives en matière de PSE, par exemple. Un PSE, ce n'est pas juste des données économiques, c'est à un moment donné des impacts forts sur une organisation du travail. Évidemment, pour ceux qui ont vocation à partir, comment on les accompagne, etc. Mais il y a tous ceux qui restent, qui vont devoir absorber une organisation nouvelle, une charge de travail nouvelle, etc. Donc, il y a des choses à faire. C'est pas simple, c'est certain, mais voilà, ça vous aide. Et de ce point de vue-là, c'est important de noter, le CHSCT, l'ancien CHSCT a disparu,
mais toutes les obligations et l'obligation générale de sécurité qui s'applique à l'employeur, elle n'a pas bougé. Donc, il y a toujours la même obligation pour l'employeur. Alors, Luc, c'est intéressant. Je rebondis juste avant de passer la parole à Agnès sur le sujet. Je note, Diego, vous disiez tout à l'heure, on parle de contre-pouvoir, mais l'expression même est peut-être un problème. Est-ce qu'on est sur un enjeu de contre-pouvoir ou finalement d'autres regards sur une même réalité et ce qui exprime Luc à l'instant, c'est que de toute façon, ultimement, la responsabilité, c'est celle de l'employeur en matière de santé et de sécurité. Et finalement, le regard qui peut remonter du terrain grâce aux IRP, elles sont aussi le moyen de faire progresser l'enjeu général, juste de santé et de sécurité de l'ensemble des composantes de l'entreprise. Et là, on parle de contre-pouvoir, mais en réalité, on est juste dans la participation à un objectif commun, c'est le développement de l'entreprise, sans détruire les individus, tout en assurant la pérennité. Alors, effectivement, la notion de contre-pouvoir, je la prenais plus comme on peut considérer, par exemple, que les journalistes sont un contre-pouvoir. D'accord ? Le livre qui vient de sortir sur Portia en est un vrai témoignage. Ce journaliste qui écrit ce livre après 3 ans d'enquête, il informe, il a fait un travail de fond, il l'a fait y compris avec les organisations syndicales d'ailleurs, c'est à souligner. Il ne le fait pas parce que lui, il a une capacité de décision, il a une capacité d'intervention. D'alerte, de remonter. Est-ce qu'en partie, le travail du CSE ne peut pas être celui-là ou doit être celui-là? Et c'est un peu cette idée-là. Maintenant, dans un monde idéal, effectivement, on aurait un partenariat social entre partenaires sociaux qui n'impliquerait pas cette notion de pouvoir, qui serait un partage d'informations, un partage de points de vue, et comment on avancerait effectivement par point de vue partagé et par constat commun. Et ça peut arriver, ça arrive dans un certain nombre de projets. Les élus du CSE vont faire un travail qui va faire évoluer le point de vue de l'employeur parce qu'il n'aura pas vu opérationnellement l'impact ici ou l'avantage de faire plutôt comme ça. Et ça marche quand même. C'est-à-dire que ce n'est pas un modèle à acheter à la poubelle. Je dis juste qu'effectivement, dans un certain nombre d'entreprises d'expérience, en fait, ont l'air quand même plutôt majoritaires, ce n'est pas aussi simple que ça. Et ça se situe quand même aujourd'hui, même si on arrive à un dialogue au final, ça se situe aussi par ces notions de contre-pouvoir, d'information nécessaire, voire parfois de rapport de force. Même si pour certains, ce n'est pas forcément ni utile ni nécessaire, dans un certain cas de figure, je veux dire, le terme n'est pas bon, mais avec qui on fait la paix, on ne fait pas la paix avec son ami. On fait la paix avec son ennemi et on avance justement. Voilà. Alors, je ne dis pas, le terme n'est pas forcément à propos parce que je ne considère pas nécessairement que les organisations syndicales ou les élus soient les ennemis d'une entreprise ou d'une direction d'entreprise, mais il y a quand même de cette logique-là en général. En tout cas, il peut y avoir des enjeux et des objectifs qui peuvent être antagonistes, y compris la répartition de la valeur dans l'entreprise, de la valeur ajoutée, qui va à l'actionnaire et qui va au salarié. Et on est en début d'année avec les négociations en cours sur les augmentations de salaire. Je pense que tout le monde aura bien compris, surtout en période d'inflation. Mais il peut y avoir le fait d'aller vers un équilibre qui soit un équilibre partagé dans l'intérêt de tout le monde, avec cet équilibre à la fois sur des aspects économiques, sur des aspects sociaux et sur des aspects environnementaux, parce que c'est le triptyque d'ailleurs du développement durable et ça peut être un objectif qui est un objectif assez partagé. Et ça nous amène au sujet suivant en fait qu'on va aborder avec Agnès. C'est une fois qu'on a parlé du paysage, de la fonction de l'instance lui-même, il y a la question des vocations des élus, des candidats et des élus, de leurs engagements et puis de leur si ce n'est vocation, des moteurs de cet engagement, Agnès. Oui, d'après ce que vous avez pu observer dans les valeurs, quels sont les principaux moteurs de l'engagement des élus? Alors, je dirais qu'il y en a plusieurs qui peuvent se mélanger d'ailleurs au sein des différentes personnes qui s'engagent. On peut avoir un sentiment d'injustice. À un moment donné, on va être confronté, on n'a pas du tout
avant l'idée de rentrer effectivement en militance, que ce soit via une organisation syndicale ou via un mandat d'élu au CSE, mais on va avoir un sentiment d'injustice pour soi-même, pour son collègue, et puis une incompréhension, et on va vouloir peut-être essayer de faire quelque chose. Est-ce que c'est pas la bonne voie de s'engager effectivement sur ce terrain-là? Et puis on peut avoir quelque chose de très profond qui va être lié à une éducation, qui va être lié à des lectures, qui va être lié à des rencontres. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on s'engage dans le milieu associatif et ce qui fait aujourd'hui qu'on s'engage en politique? Et heureusement qu'il y a encore des gens qui le font, et la France est quand même un pays intéressant pour ça, hein, puisqu'on ne retrouve pas, notamment sur l'engagement associatif, forcément les mêmes choses ailleurs. C'est la volonté de pouvoir apporter sa pierre à l'édifice, un édifice collectif, et à faire avancer positivement les choses pour soi, pour les autres. C'est à un moment donné l'idée, effectivement, que dans l'entreprise, il y a peut-être des choses à faire avec la direction, parfois un peu contre, mais en tout cas pour les salariés. Et cet engagement-là, il existe encore. Alors, il y a sûrement des choses à renouveler, il y a sûrement des réflexions à avoir sur les moyens de cet engagement, et on peut penser notamment à une certaine désaffection, et les dernières études vont toujours dans le même sens, hein, de la chose syndicale et de d'autres syndicalisations en France. Mais il y a la question des financements des organisations syndicales qui se pose très clairement. Et puis, il y a les nouveaux moyens. Aujourd'hui, on voit apparaître un certain nombre de nouveaux syndicats, de mouvements syndicaux, très ancrés, par exemple, sur les questions de défense environnementale, hein, de problématiques de climat. Ça peut être aussi des nouvelles voies à explorer, qui peut-être, effectivement, peuvent renouveler aussi le monde syndical dans ses préoccupations, même si c'est des préoccupations qui sont aujourd'hui très largement partagées par les organisations syndicales. Mais voilà, il y a des pistes à avoir. Mais cet engagement est d'abord, et très souvent, un engagement personnel, évidemment. Oui, très clairement, on retrouve des sources à chaque fois très personnelles, et dans le même temps, un aspect largement partagé qui est la volonté de pouvoir être utile aux autres. Voilà. Et donc, de manière ultra synthétique, je pense que c'est ça, d'abord et avant tout. Est-ce que ces élus se sentent suffisamment accompagnés? Qu'en est-il de leur formation? Est-ce qu'elle est suffisante? Alors, la difficulté, c'est que être élu, en fait, c'est à la fois quelque chose qui relève d'un certain sacerdoce et d'un métier qu'on n'apprend pas, en fait, qu'on va apprendre en partie en l'exerçant. C'est-à-dire que le champ de compétences, et encore plus aujourd'hui avec le CSE, comme le soulignait Luc aujourd'hui, c'est d'être multicasquette sur de l'économie, des mesures sociales, sur même des mesures environnementales, sur une réflexion qui doit être large et une compréhension de l'entreprise qu'on n'a pas comme ça forcément, évidemment, immédiatement. Et donc, ça nécessite un apprentissage certain, une compétence à acquérir. Est-ce que les élus sont assez accompagnés? Moi, je pense qu'il y a encore de la marge. Il y a encore de la marge parce qu'il y a effectivement des formations légales des élus, mais il y a de la marge sur l'accompagnement au quotidien, sur la capacité des élus à pouvoir avoir des ressources en matière d'accompagnement et en matière de formation aussi. Ça, c'est certain. Après, il y a l'expérience. Il y a beaucoup d'élus aussi qui apprennent d'eux-mêmes, qui au fil des jours, vont se renseigner, vont apprendre à faire, vont avoir une intelligence de situation qui est aussi très intéressante d'ailleurs pour nous dans les accompagnements, parce que c'est aussi des sources d'apprentissage pour nous, de l'apprentissage de terrain en fait. Oui, comme l'évoque Diego, il y a clairement deux aspects. Il y a la formation en elle-même, et donc là, il y a des dispositifs qui existent et il faut que les différents élus les utilisent pleinement. Donc, il y a le droit à formation, santé, sécurité, conditions de travail financé par l'entreprise pour tous les membres du CSE, y compris les suppléants. Et sur leur premier mandat, désormais, c'est obligatoirement 5 jours et en cas de renouvellement, s'ils ne sont pas membres de la commission SSCT, ça peut être 3 jours. Il y a le droit à formation économique de 5 jours, mais qui est aujourd'hui limité aux membres titulaires.
et qui est financé par le CSE en lui-même. Il y a le droit à congé de formation économique, sociale et syndicale. Donc, le premier élément, c'est déjà la première préconisation vis-à-vis des élus de CSE, c'est utiliser ces droits à formation, formez-vous pleinement. Ça, c'est le premier élément. Évidemment, il serait utile de pouvoir renforcer les droits à formation et leur financement par l'entreprise, c'est indéniable. Le deuxième élément, c'est effectivement, c'est en bonne partie sur le terrain et par la pratique qu'un certain nombre aussi d'éléments et d'expériences s'acquièrent. Et de ce point de vue-là, les ordonnances Macron n'aident pas. Parce que précédemment, avec les 3 types de mandats qui existaient, ça permettait aussi d'avoir un mandat peut-être commencer quelquefois par un mandat de délégué du personnel, puis après de passer sur un mandat de CE ou de CHSCT, et en CE, de commencer par un mandat de suppléant en étant présent aux réunions, en voyant, en participant, puis en étant titulaire. Là, désormais, il y a potentiellement, sauf accord plus favorable, mettant en place des représentants de proximité ou autre, c'est membre de CSE ou rien. Et avec la problématique des suppléants qui, à défaut d'accord plus favorable, ne participent même pas aux réunions, sauf s'ils remplacent un titulaire absent. Donc, c'est aussi toute cette problématique du parcours du représentant du personnel qui a été en partie cassée par ces ordonnances, ou en tout cas rendue beaucoup plus délicate et compliquée cette courbe d'apprentissage. Donc là aussi, ça fait partie des éléments de préconisation qui est redonné un vrai rôle aux suppléants. Alors, ça peut se faire par la négociation si la direction est ouverte à prendre en compte ces éléments. Sinon, à défaut, il y a une vraie préconisation qui est de faire évoluer le Code du travail sur cet aspect aussi. Voilà. Parmi la multitude des préconisations, des évolutions qui seraient souhaitables, suite aux évaluations des ordonnances, ça en fait aussi partie. Et quand on parle de leur parcours, à quelles difficultés principales ces élus sont confrontés? Alors, il y a une première difficulté, bien souvent, c'est la conciliation du mandat avec leur métier. C'est que l'immense majorité des représentants du personnel, leur mandat ne leur prend qu'une partie, entre guillemets, minoritaire de leur temps de travail. Au regard des heures de délégation qui leur sont allouées et qui restent quand même relativement réduites. Et donc, il y a toute cette problématique d'articulation avec le métier opérationnel et là aussi, qui n'est pas évident, qui d'ailleurs pose des problèmes de répartition de charges de travail et d'objectifs, parce que, y compris pour des salariés, je pense à certains cadres qui n'ont pas de contraintes horaires strictes, qui peuvent être par exemple au forfait jour, bien souvent, les directions peuvent avoir comme idée qui est de dire, bon, tu gardes, certes, tu as un mandat, mais tu as les mêmes objectifs que si tu n'avais pas de mandat. Et donc ça, c'est nier la logique même du mandat, mais malheureusement, c'est quand même une pratique qu'on voit très souvent. Donc il y a évidemment cette première problématique qui est celle de l'articulation avec le métier, de manière à le rendre pleinement compatible en allégeant la charge de travail opérationnelle. Après, il y a la question, même si le Code du travail l'interdit formellement, de la réalité de la discrimination syndicale et vis-à-vis des représentants du personnel. C'est malheureusement encore une pratique dans de trop nombreuses entreprises. Alors même que ça devrait être l'inverse, c'est-à-dire une vraie valorisation du parcours de représentants du personnel, parce que avoir des représentants du personnel qui s'investissent, c'est une richesse pour l'entreprise. Voilà. Donc, il y a déjà aussi tout cet aspect-là, en dehors de tout ce qu'on a aussi évoqué sur la nécessaire formation et la montée en compétences. Il y a clairement, et je reviens sur ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire une montée en compréhension et en compétences, y compris des directions sur ce thème-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a encore malheureusement des directions qui relaient un discours anti-élu ou anti-syndical qui est assez fort et qui peut avoir un certain écho, y
compris au sein des salariés, parce qu'effectivement, on va, par exemple, distiller le fait que si on n'avance pas sur tel ou tel projet, c'est de la faute des élus qui ne font pas ce qu'il faut, etc. Alors, c'est évidemment pas tout le temps et partout de cette façon-là, mais ça distille ce discours-là quand même de façon un peu lancinante dans beaucoup d'endroits. Et c'est une vraie difficulté, à mon avis, pour les élus, puisqu'ils ont affaire finalement à des difficultés liées au mandat, tout ce qu'on a déjà dit là depuis tout à l'heure, des difficultés qui peuvent être liées par rapport individuellement à leur métier, à leur employabilité, au maintien de leurs compétences, à leur révolution au sein de l'entreprise. Et c'est pour ça que je disais que c'est aussi un peu un sacerdoce, parce que c'est assez rare qu'un élu ne paye pas son mandat, d'une façon ou d'une autre. Et puis, on a cette possible parfois défiance, voire même hostilité d'un certain nombre de ceux que je représente, pour autant en tant qu'élu, parce que discours un peu distillé, parce que cette idée que peut-être les élus, à un moment donné, ils ont des privilèges, ils ont des heures de délégation. Les heures de délégation, c'est pas pour aller au cinéma. Les heures de délégation, c'est pour travailler sur les PV, c'est pour travailler à examiner les documents, c'est pour travailler pour le collectif. Et c'est vrai que ça rend, et nous, on a, je dirais pas qu'il y a un syndrome réactionnel commun chez tous les élus, mais il y a ces difficultés-là qu'il faut savoir prendre en compte, que nous, on prend en compte en les accompagnant au mieux qu'on peut, mais ces difficultés-là, à un moment donné, qui peuvent, y compris, atteindre un peu cette vocation à continuer à être élu, parce qu'il peut y avoir une lassitude, parce qu'il peut y avoir une relative souffrance, voire désespérance parfois de certains élus. Alors, beaucoup d'autres s'épanouissent, et c'est cette reconnaissance qu'il faudrait pousser, comme le disait Luc très justement, avoir des élus formés, efficaces, efficients, qui sont dans la relation de la bonne défense des salariés, de la bonne représentation des salariés au quotidien. C'est un atout pour une entreprise, c'est pas une épine dans le pied en fait, c'est des chaussures pour aller plus vite en fait. Et justement, concernant l'articulation avec leur métier, est-ce que la difficulté principale aussi, c'est d'envisager la fin du mandat? Comment ils envisagent leur fin de mandat, ces élus? Alors, beaucoup ne l'envisagent pas, en fait. C'est vrai que moi, d'expérience, beaucoup d'élus qui sont dans une énergie du quotidien ne voient pas forcément la fin du mandat. Pour un certain nombre d'autres élus, c'est je continue. Je continue parce qu'effectivement, j'y trouve une source de réflexion, une action au profit des autres. Je m'épanouis dans mon mandat. Et ceux qui pensent effectivement, là où la préoccupation est peut-être la plus forte, c'est ceux qui voient effectivement au quotidien une dégradation de leur employabilité, une problématique qui est liée à des pratiques de discrimination lancinantes éventuellement, et qui du coup se posent, l'âge aidant aussi parfois, la question de savoir si finalement ils vont revenir complètement à un métier, est-ce qu'ils ont la possibilité de le faire ou est-ce qu'ils sont contraints finalement de continuer dans des mandats, même si aujourd'hui le nombre de mandats que je peux avoir est restreint au titre de la loi, mais peut y avoir ces réflexions-là qui sont pas simples pour beaucoup d'entre eux, mais moi, la majorité de ceux que je vois sont dans une énergie de la continuation plutôt. Oui. Et pour les... Mais en même temps, certains se posent quand même sérieusement la question, et ça peut être aussi l'effet des ordonnances d'être surchargé au regard de la charge de travail liée au mandat. Et donc, il peut y avoir aussi ce syndrome un peu d'épuisement. Le syndrome d'épuisement professionnel, il peut aussi très clairement concerner les représentants du personnel. C'est trop souvent nié, mais voilà, la souffrance des représentants du personnel est aussi quelquefois, heureusement, c'est pas une généralité, mais est aussi quelquefois une problématique. Et donc, ça peut amener aussi un certain nombre de représentants du personnel à ne pas forcément souhaiter se représenter. Et si vous adressez aux nouveaux élus ou aux candidats potentiels, est-ce que vous auriez des conseils à leur donner, des points de vigilance? Alors, c'est toujours se penser comme appartenant à un tout, c'est-à-dire il y a le mandat que je porte, la responsabilité qui est la mienne en tant qu'élu, mais qui doit s'inscrire dans un collectif, parce que c'est que le collectif qui fait à un moment donné que justement je peux
absorber la charge qui va être celle du mandat, que je peux progresser dans l'échange avec peut-être les plus anciens, les plus expérimentés. Et cette vision, elle est fondamentale. Et malheureusement, les niveaux, à un moment donné, d'expérience et d'engagement ne sont pas forcément tous les mêmes au même moment. Et donc, on peut avoir parfois des collectifs qui sans se déliter complètement, on va avoir plutôt, je ne dis pas, par exemple, 8 ou une dizaine d'élus, certains élus qui vont être beaucoup plus en retrait, d'autres qui vont beaucoup plus porter. Et du coup, il y a un collectif qui ne fonctionne pas comme il pourrait au mieux fonctionner. Mais ça renvoie à tout ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire à un moment donné, effectivement, la question des moyens, la question de l'accompagnement au quotidien, la question de la formation, font à un moment donné que construire ce collectif, c'est pas du tout l'évidence. Il y a des bonnes pratiques à apprendre, à suivre. Il y a des logiques de communication interne. Il y a des logiques, et s'ajoute à cela, c'est à prendre en considération malgré tout, c'est qu'il y a aussi effectivement des points de vue qui peuvent diverger au sein de ce même collectif, parce qu'on appartient à des syndicats différents, parce qu'on a des points de vue différents, et tant mieux, hein, vous savez que quand on pense tous la même chose, ça veut dire qu'on ne pense plus. Donc tant mieux qu'il y a cet aspect démocratique au sein de ces collectifs-là. Mais parfois, effectivement, ils peuvent être ça peut complexifier à un moment donné la position de chacun. Donc, le conseil premier, c'est effectivement d'essayer de s'inscrire dans un apprentissage et dans une avancée collective, de ne pas se considérer comme un élu tout seul, mais plutôt effectivement avoir une réflexion partagée. C'est comme ça qu'on apprend et qu'on avance, à mon avis, dans tous les collectifs, mais encore peut-être plus dans celui-là. Au-delà de ce cadre collectif qui est évidemment central et avec une nécessaire répartition des rôles aussi, au sein du CSE, parce qu'on le sait bien, tout le monde, chacun des élus ne peut pas être le spécialiste de tout, et donc il faut accepter aussi de se répartir les spécialisations ou l'approfondissement entre les uns et les autres des différents sujets. Il y a l'aspect fondamental du contact et du lien fort avec les salariés. C'est les représentants du personnel sont très clairement les porte-parole des salariés, et donc il faut surtout que ce lien reste extrêmement fort et que le risque n'apparaisse pas y compris face à des directions, qui est vous êtes des représentants du personnel, mais entre guillemets hors sol, et vous ne représentez pas réellement les salariés, puisque ce lien est coupé. Donc ce lien est vraiment fondamental et il est rendu plus difficile avec la problématique de l'éloignement du terrain et de l'effet centralisation avec la mise en place du CSE. C'est pour ça que j'insiste dessus, parce que, y compris, les représentants du personnel seront d'autant plus écoutés et entendus potentiellement de la part de la direction, que la direction sentira bien qu'il y a bien les salariés et la masse des salariés derrière les représentants, et donc les représentants sont juste les porte-voix de ces salariés. Donc ce lien est vraiment fondamental. Et le dernier élément, c'est on l'a déjà évoqué, c'est que les représentants du personnel n'hésitent pas à se faire accompagner. Oui. Le Code du travail leur prévoit toute une série de droits, y compris de droits expertise financés par l'entreprise, qu'ils n'hésitent pas à y recourir, parce que c'est aussi un moyen de rétablir une forme d'égalité entre eux et la direction sur l'accès à l'information et sur la capacité de pouvoir faire des préconisations qui pourront être le plus utiles possible. Et cette année, nous entrons dans une phase de renouvellement de représentants du personnel. Comment vous anticipez cette année 2022 et quels sont les risques majeurs? Alors, l'anticipation, ça rejoint, si je comprends bien la question, pour nous, ça rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure sur l'accompagnement auprès des CSE, auprès des organisations syndicales, dans la réflexion un peu de bilan de cette première mandature. C'est-à-dire, effectivement, qu'est-ce qui a dysfonctionné, qu'est-ce qui a bien fonctionné. On peut établir des bonnes pratiques, y compris dans le cadre contraint qu'on connaît. Donc, cet aspect, mettons à plat les choses, réfléchissons à ce qu'il est possible d'améliorer et entrons en dialogue avec une direction pour
lui faire comprendre la pertinence des propositions et la nécessité de ce dialogue renouvelé quant à l'architecture, quant aux prérogatives, quant à la façon dont on va envisager pour les 4 ou moins années à venir la place du CSE et la place du CSE dans ce dialogue-là. Les risques, je ne sais pas trop les risques, je dirais qu'on est sur des risques d'un petit peu toujours de la même chose, un peu toujours du même résultat, c'est-à-dire qu'effectivement, si on n'appréhende pas, si on considère que les ordonnances telles qu'elles ont existé et elles ont été mises en place et vécues au quotidien pendant ces 4 dernières années, il n'y a pas à les changer, il n'y a pas à en tirer un quelconque enseignement, le risque, c'est que les constats qu'on fait aujourd'hui, et notamment toutes les difficultés qu'on peut avoir de coordination à l'interne des instances, on va les retrouver, et ça va potentiellement moins bien fonctionner ou aussi mal fonctionner si on est plus pessimiste qu'on a pu le constater dans beaucoup d'endroits. Donc, c'est vraiment cette réflexion-là de l'évolution qui me semble complètement nécessaire. Avec donc la double préconisation, à la fois de dire, idéalement, il faut que les ordonnances évoluent, que le Code du travail, que les enseignements soient tirés par le législateur lui-même. Voilà. De ce point de vue-là, il y a eu plein de propositions qui ont été faites par les organisations syndicales ou par le monde du travail au sens large, des universitaires et autres. Et puis, au sein de chacune des entreprises, la question du bilan du fonctionnement pour voir comment, en pratique, y compris avec les dispositifs légaux existants, comment on peut essayer d'améliorer les choses, qui peut se traduire à la fois par des moyens supplémentaires, mais aussi globalement par mieux articuler entre les différents niveaux, entre ce qui se fait en CSE, ce qui se fait en commission pour éviter que tout le CSE soit mobilisé, mais ce qui veut dire déléguer des choses à une commission dit donner aussi les moyens à la commission, qui au global ne voudra pas forcément dire davantage d'heures de délégation de moyens ou autres, mais aussi répartir les choses différemment, mais encore faut-il que les directions, pour que ces négociations puissent se faire de manière utile, acceptent de faire les gestes et de bouger les lignes et de sortir du cadre légal à minima. Diego, Luc, si tu le permets, Agnès, juste. Oui. Est-ce que vous avez une inquiétude sur une éventuelle explosion des carences, des PV de carence? Je ne sais plus, je crois que on était à 49 000, je crois, sur les mandats sortants, si je me souviens du chiffre de l'évaluation des ordonnances. Il y a un risque de découragement? C'est un chiffre qu'on va regarder de près, comme tout le monde, j'imagine. Moi, je ne sais pas bien l'analyser. Sentimentalement, comme ça, oui, c'est quelque chose qui m'inquiète dans l'absolu. Est-ce que je sais l'objectiver aujourd'hui? Non, je ne sais pas le faire. Mais si on associe effectivement le nombre de PV de carence tel qu'on peut le constater à ce jour, une relative continuation dans la désaffection du collectif et de la place des organisations syndicales, on peut se dire que ça ne sent pas hyper bon, pour le dire comme ça. Maintenant, je n'ai pas envie de nous désespérer. Sûrement pas. Je pense que, alors ni Billancourt, sinon vous n'auriez pas pris vide, hein, mes amis. Non, mais voilà, j'ai envie de me dire que, et peut-être que d'ailleurs le renouvellement de l'Assemblée dans quelques mois, le renouvellement de la présidence aussi, peut être des nouveaux souffles. En tout cas, l'idée est de se dire qu'il y a des choses à faire, qu'il y a déjà beaucoup de choses quand même. Le Code du travail n'est pas, je veux dire, les choses ne sont pas à jeter, hein, elles sont à faire évoluer en faveur de la défense des intérêts des salariés dans une coopération la plus intelligente possible avec une direction qui est celle qui va diriger l'entreprise où laquelle se trouvent les salariés. Donc voilà, il y a des choses à faire, il y a plein de pistes, il y a plein de gens qui réfléchissent très positivement, des universitaires, des syndicalistes, des organisations patronales, nous qui sommes aux côtés des salariés. Voilà, je n'ai pas envie du tout d'être désespéré, au contraire, j'ai envie d'avoir encore plus à la sortie de la pandémie, j'ai envie d'avoir un peu plus un souffle de vie qu'un souffle, allez,
pas de mort, mais de petites morts, on va dire. Et face aux défis auxquels est confrontée la société, il y a besoin plus que jamais de corps intermédiaires. Et donc, parmi ces corps intermédiaires, il y a évidemment la question des représentants du personnel. Donc, je pense que tout le monde en a plus besoin encore que précédemment. Et donc, c'est l'appel, j'aurais tendance à dire, à lancer à la cantonade, qui est de dire profiter, utiliser pleinement les renouvellements des élections de représentants du personnel qui vont avoir lieu dans les prochains mois, puisqu'on arrive au terme des premiers mandats de CSE, pour ne pas hésiter à vous engager. Voilà, présentez-vous, c'est quand même pour le coup un mandat qui peut être passionnant. Et deux points, d'ailleurs, ça ressort de certains témoignages quand même. D'abord, c'est passionnant, vraiment, intellectuellement, on s'ouvre à de nouvelles choses. Et d'ailleurs, ça pose, il faudra peut-être qu'on organise un autre webinaire sur le sujet pour approfondir la question des carrières. J'étais avec un DRH la semaine dernière qui me parlait de ça, et lui, il était dans le bon versant, parce qu'il y a plein de boîtes dans lesquelles ça se passe pas mal, et il touchait du doigt en disant « Mon inquiétude, moi, c'est la poursuite de la désaffection et des carences », et lui disant, pour l'avoir vécu, la pire des choses, c'est pas d'IRP, c'est des collectifs qui vont se monter à droite à gauche de façon informelle et qui disparaissent. Et on n'a pas de construction sur le long terme d'une résolution, d'un moyen de résoudre les problèmes, d'une relation de confiance, de co-construction quand même, parce qu'on parlait de notre rapport de force. C'est un élément du sujet, mais on ne vit pas dans l'hostilité permanente. On vit dans la construction d'une vie commune et d'une amélioration de la performance de l'entreprise, de la vie collective, de l'engagement sur le long terme, et sur un marché du travail qui se tend avec des compétences qui deviennent rares, avec des vrais sujets de rétention. Ce DRH me disait, on a un sujet, et j'espère que mes confrères ne seront pas nombreux à attendre de toucher du doigt la disparition des corps intermédiaires pour comprendre ce qu'on a perdu. C'est un sujet d'ailleurs, et il faudra peut-être qu'on organise d'autres événements sur l'engagement syndical aussi. On a les IRP, on a la place des syndicats dans ces IRP, l'engagement des délégués syndicaux, qui sont des sujets absolument passionnants. L'optimisme qu'est le vôtre, on le retrouve à travers le guide quand même. Le pari du guide, exactement, c'est d'accompagner ceux qui vont dire on y va, et je reprends le sous-titre que vous citiez tout à l'heure, mode d'emploi pour les audacieux. En clair, des gens qui disent bon, c'est pas parfait, il y a plein de choses qui vont pas, mais plutôt que de râler, j'y vais. Et on va essayer de bouger les choses. On se retrousse les manches. Et on n'est pas tout seul. Et c'est là qu'on découvre. Il y a des organisations syndicales, il y a des gens qui mettent leurs compétences au profit des élus pour les aider dans l'appropriation, dans la formation, dans le décryptage des chiffres qu'on vous donne, et qui finalement se construisent et deviennent des interlocuteurs, je pense, de plus en plus crédibles vis-à-vis des directions qui peuvent faire la mauvaise analyse, qui est de se dire ils sont pas au niveau, ils sont là pour ennuyer le monde. C'est pas ça. Et plus on est crédible sur le fond et l'argumentation, plus on devient partie prenante, respectée. C'est ça. Donc voilà, c'est aussi, enfin j'espère, et nous c'est ce matin qui est le petit dernier, nous on a créé notre média avec Agnès il y a 2 mois et demi. Le guide du routard, il va avoir vocation à accompagner sur quelques années, et puis l'actualisation quotidienne, on y trouve d'ailleurs vos analyses de temps en temps. Chez Atlante, c'est CAFI, Alpha. Et ben l'idée, c'est de coller, de continuer à informer. Et merci aux équipes d'avoir répondu au fur et à mesure aux nombreuses questions, et merci pour l'abondance des questions. Le paysage social évolue, la réglementation évolue. On voit dans la fonction publique hospitalière les nouveaux comités sociaux qui sont de nouvelles instances. Tout ça n'est pas fini, la construction continue. Et puis, je pense que la robustesse dans le long terme de la relation construite, de confiance, avec parfois des moments de tension, sont autant de réassurance du fait que on fera pas sans cette intermédiation, ces corps intermédiaires. Voilà. Donc je rappelle, 9,99 dans toutes les bonnes librairies. Si vous avez la bonne idée de passer sur Eliseo, vous avez le lien, et je pense que Jean-Mathieu aura la gentillesse de nous le remettre dans le conducteur. On le remettra aussi dans le replay sur CSE Matin pour que vous puissiez vous inscrire, participer au salon. Et je sais que vous aurez la gentillesse de leur offrir le guide. Voilà. Merci à tous. Et si vous le voulez bien, juste en forme de clin d'œil, je finis par une image qui est la dernière image du guide. C'est juste la petite équipe de rédaction qui a œuvré pendant quelques mois pour construire ce guide. Merci à tous. Merci Agnès. Merci Diego. Merci Luc.
Et puis, à très bientôt sur CSE Matin, sur les salons. Et puis, à très bientôt à partir du guide. Merci à tous nos participants. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir.